Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 17 octobre 2025 et vous écoutez votre podcast favori, le Café de l'e-commerce LCDE, c'est la saison 7 et c'est l'épisode 245. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, bonjour Laetitia, bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et demain, ceux qui nous rattrapent aussi, j'adore ceux qui sont des épisodes de retard et qui nous écoutent. Donc si tu nous écoutes en novembre, c'est ça, en novembre, en décembre 2025, voire même en 2026, fais-nous signe. Aujourd'hui Laetitia, je pressens qu'on va parler d'IA à en gerber et j'ai hâte d'entamer cet épisode parce qu'il y a quelques news, j'ai très envie d'avoir ton avis. De quoi on va parler justement ? Eh bien on va parler d'Agentic Commerce, à tout va, les malheurs, non pas de Sophie mais de Shein. Et cette love story entre Temu et La Poste. Laetitia. Adrien. Prêt. Synchronisation des montres. Les news simples et funky de la semaine. Sortez le popcorn. On va vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé et qu'il ne fallait surtout pas louper. Et cette semaine, eh bien, c'était Dreamforce, le grand événement de Salesforce. Et Salesforce a fait son annonce. Salesforce va investir 15 millions de dollars pour accélérer l'adoption de l'IA. Le géant prévoit donc d'investir non pas 1, non pas 2, mais 15 milliards de dollars sur 5 ans pour accélérer cette adoption. Depuis San Francisco, l'annonce a été faite. C'était ce lundi. Et puis, j'ai quand même l'impression, Adrien, que toutes les années, Dreamforce et Salesforce nous parlent d'agentic commerce et d'IA et d'investissement. Et puis un petit peu après, on nous dit « Ah, on va virer. Ah, on va réinvestir là. Ah, on va racheter ci. Ah, on va se débarrasser de ça. » Donc, annonce ou pas, à ton avis, Adrien, tu le prends comment, toi ? C'était les premiers à dégainer. Mais bon, leur force, c'est qu'ils sont très rapides à faire des slides. Ça donne le temps aux ingénieurs de développer des choses. Moi, j'ai vu pas mal de critiques par rapport à ce qui était annoncé sur Dreamforce. Enfin, une critique particulière, c'est le rapprochement avec OpenAI. Ouais. T'as vu passer ça ou pas ? Ouais, j'ai vu passer ça. Et en fait, parmi certaines critiques, on expliquait que pendant des années, ils ont tenté de développer leur propre IA et que ce partenariat, c'est un aveu de faiblesse. Donc écoute, je sais pas, je vais laisser les rager, mais c'est vrai que Salesforce a plutôt tendance à enfermer dans son écosystème, mais avoir proposé plus d'alternatives, je trouve ça plutôt cool et plutôt bien pensé. Donc on verra bien. Mais non, Salesforce, boîte innovante, qui a une certaine inertie, mais oui, ils communiquent beaucoup, mais ils font aussi beaucoup de choses et ils rachètent beaucoup. Donc, toujours une boîte à surveiller parce qu'ils donnent le là de cette industrie. Je suis assez politiquement correct, tu valides ? Je valide. Ok. Visa veut devenir l'arbitre de confiance du commerce en ligne à l'heure de l'IA en lançant le Trusted Agent Protocol, un standard cryptographique pour authentifier les IA qui achètent au nom des consommateurs et éviter les robots malveillants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Visa est en train de développer un protocole et un standard soutenu par Cloudflare et WorldPay. Ce système permet aux marchands d'intégrer cette sécurité sans modifier leur infrastructure dans le cadre de programmes Intelligent Commerce. Bon, en gros, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'avoir des standards. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a toujours la guéguerre, la bataille. Il y a Google et PayPal qui ont annoncé il y a quelques semaines, on en avait parlé, le protocole AP2. Donc, j'espère que tout ce beau monde, ils vont réussir à trouver un standard commun pour l'interopérabilité, etc. En tout cas, tous les gros acteurs et surtout les fintechs sont en train de se positionner là-dessus. Donc, je te prédis un truc, Mastercard va arriver dans pas longtemps et qui d'autre ? Mastercard, ouais. Voilà, c'est Mastercard qui restera, ouais. Après avoir subi de lourdes amendes, Shein renforce ses contrôles en interne. Shein, c'est ce distributeur chinois, je pense que tout le monde le connaît, de mode ultra fast fashion qui a décidé, après toutes ces amendes et tout ce qu'on lui a mis sur le dos, de renforcer ses dispositifs de contrôle en interne suite à une série d'amendes très lourdes, notamment pour atteinte à la confidentialité des données, les promotions trompeuses et puis l'éco-blanchiment. Selon une lettre adressée aux investisseurs, des notes internes et 2 sources directement informées de cette nouvelle résolution. Donc ça fait quand même beaucoup de suppositions, mais écoute, moi j'ai envie de croire que Shein a envie de se conformer à la réglementation. Malheureusement, ce genre d'annonce, ça fait un peu pchit avec tout ce qu'on entend, notamment avec l'arrivée de Shein au BHV Marais. On est un podcast feel good, Laetitia, ne l'oublie pas. Il y a plein de podcasts qui se sont lancés, qui se sont cassés la gueule parce qu'ils sont feel bad, et nous on est feel good, donc on voit le bien partout. Même dans le mal, il y a du bien. Mais je dis ça, et la prochaine news, va falloir que je sois feel good. Ça va être très dur, mais Laetitia, je compte sur toi pour la ligne éditoriale soit respectée. Commerce Tools dévoile Cora. C'est pas un supermarché, c'est un compagnon d'achat IA conçu pour offrir une expérience conversationnelle fluide entre web, mobile et messagerie.
L'outil garde le contexte d'un canal à l'autre, évitant les ruptures de parcours et les abandons de panier, tout en restant 100% avec le branding de chaque enseigne. Donc, Quora s'inscrit dans la lignée du protocole Agentic Commerce développé par Stripe et OpenAI, visant à structurer le futur du commerce autonome. Bon, en gros, c'est du conversationnel commerce, c'est de l'agentic commerce, c'est un chatbot, mais il faut pas le dire parce que sinon, c'est pas cool. Tous ces marketeurs, ils vont pleurer. Là, ça commence à faire beaucoup. Chaque semaine, on entend parler de agent commerce, autonomous checkout, AI checkout, tout ce que tu veux. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un acteur. Il y a Salesforce, je crois, la semaine dernière qui a communiqué dessus, il y a quelques jours. Commerce Tools, tout le monde y va, même le petit acteur qui ne sert à rien, qui va t'expliquer qu'ils font de l'agentic commerce. Bon courage, Commerce Tools. Amazon dévoile QuickSuite, sa plateforme agentique pour les entreprises. QuickSuite, c'est un peu dur à dire, se positionne face à Microsoft et Google comme une plateforme unifiée pour déployer des agents IA. QuickSuite rassemble toutes les données, les métriques et les connaissances institutionnelles de l'organisation pour assurer le succès de leur déploiement d'agents. On va transformer ce podcast en le café de l'IA commerce. Laetitia, je te jure, chaque news, il y a le mot IA ou agentique. Ouais, ça devient un peu abusé. Et donc, je viens sauver la ligne éditoriale encore une fois avec Nicolas qui devient officiellement Maison Nicolas. Si mon fils ne s'appelait pas Nicolas, je pense que je l'aurais mis dans la news inutile ou qu'elle ne serait même pas passée cette news. C'est une transformation qui est portée par l'ancienne PDG de Picard, Cathy Collard, pour renouer avec l'esprit de convivialité. On la connaît très bien, oui, c'est pour ça que c'est rigolo. Pour renouer avec l'esprit de convivialité et les racines patrimoniales de la marque, le nouveau nom et le logo, tu l'as vu ou pas, Laetitia? Non, je l'ai pas vu, mais je suis pas la cliente de Nicolas, moi. Mais c'est comment? Moi, depuis que je suis petit, dès que je vois un Nicolas avec mon fils, c'est toujours Nicolas. Écoute, moi, je suis Maison. Ouais, non, je donne pas mon avis parce que malheureusement, je trouve pas ça incroyable. En tout cas, le nouveau nom et le logo modernisé incarnent un retour à la maison, un lieu de partage et de conseil soutenu par une signature engagée. Voilà, c'est Maison Nicolas. En tout cas, Nicolas, ça date de 1822, pardon. C'est dans c'est dans 11 pays, plus de 500 magasins, etc. C'est donc, devenu bravo rouge maintenant. Maison. Ouais, c'est ça. Rouge Maison et Nicolas. blanc. Moi, si j'étais médisant, je dirais que c'est une manière de justifier peut-être des prix un peu plus élevés. Ou tu vois, quand t'as le maison, tout de suite, t'as le côté un peu plus. Oui, c'est un petit c'est les maisons, LVMH, voilà. Bon, là, c'est pas le cas, mais en tout cas, oui, il y a un petit côté. On sent la transfo digitale, quoi. Enfin, digitale. Non, là, on sent la transfo et c'est pas plus mal. On va saluer ça. C'est bien, ça change. Ça va pas être facile, de bousculer une maison aussi ancestrale. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils communiquent sur le fait de miser sur les boissons sans alcool. What the fuck? Ah ouais, c'est quand même très associé à l'alcool. Bah oui. T'as une fête, il te manque une bouteille, tu vas au Nicolas. Va pas commencer à me raconter que tu vas aller chercher du sans alcool. Enfin, je sais pas. Mais encore une fois, bravo Cathy, bravo tout le monde. Après, non, ceci dit, il y a quand même une vraie hype sur les boissons sans alcool, les boissons énergisantes. Oui, mais tu penses pas, tu vas pas. Mais c'est vrai que c'est pas associé. Mais justement, c'est vertu en transformation. Peut-être qu'ils vont y parvenir. Quand tu t'appelles Nicolas, tu réussis à tout. Voilà. Mon fils, quand tu m'écouteras dans 15 ans. C'est comme Nicolas Sarkozy, tu finis en prison, voilà. Ah mince, c'est tout de suite, il a fallu. Il y en a d'autres, des Nicolas célèbres. Voilà. Des fous furieux, ouais, ok. Walmart embarque ses clients dans une nouvelle expérience d'achat au travers de ChatGPT. Chat and Buy. C'est donc la nouvelle stratégie de Walmart pour personnaliser l'expérience client au maximum. Le géant de la distribution américaine s'appuie sur OpenAI et plus particulièrement sur ChatGPT pour cela. L'expérience d'achat d'OpenAI passe ainsi d'une approche réactive à une approche proactive en apprenant, planifiant et anticipant les besoins des clients avant même qu'ils ne les identifient. Je pense, Adrien, qu'on aura une petite conférence à NRF de Walmart qui nous présentera son Chat and Buy. Laetitia, si on était aux US dans un podcast et si Walmart était live, je pense qu'on aurait pu passer 1 heure dessus. C'est juste incroyable. Cette news, ça serait dans n'importe quel contexte, ça serait le banger de la semaine. La seule chose, c'est qu'ils ne vendent pas en France. On parle du plus gros retailer, des plus gros retailers au monde et le plus gros retailer aux États-Unis qui est en train de basculer vers ChatGPT. Donc concrètement, tu vas pouvoir acheter tes produits dans ChatGPT. C'est juste atomique, astronomique, gigantesque ce qui est en train de se passer. Bravo encore une fois, oui à Walmart, mais surtout OpenAI. Franchement, ils sont en train de plier le game. Mais où est-ce qu'ils sont pas OpenAI? Moi, c'est ça ma question. Ils ont communiqué. Surtout dans le commerce. Il y a quelques jours, ils ont communiqué sur leur nouvelle la conférence, etc., où ils réalisaient de nouveaux trucs. Ils sont en train de devenir un système d'exploitation. T'as vu passer des WhatsApp là que j'ai envoyé ce matin en interne. Ils sont en train de vraiment de s'ouvrir et tu vas pouvoir faire des trucs de fou furieux. Donc bravo OpenAI. Moi, ça m'agace parce que je suis pour la concurrence et ça m'énerve d'avoir ces situations de monopole. On n'en est pas encore là, mais Walmart et ChatGPT, c'est juste
énorme comme news. Mais est-ce que tu as vu cette news de Sam Altman cette semaine, un tweet où il expliquait qu'il allait rendre ChatGPT un peu plus adulte et qu'il allait pouvoir proposer des visuels et voir de la littérature à destination des adultes, et il employait le mot érotica. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Ah bah là c'est encore plus pognon à oui, mais c'est pour ça que je te dis que où n'est pas voilà, et dans son argumentaire, c'est de dire nous on a été très restrictif dès le départ, mais peut-être que c'est une erreur et qu'il y a aussi un public chez ChatGPT qui a envie de s'informer sur des choses qu'on avait bannies jusqu'alors. Ouais, et en plus c'est un marché monstrueux, mais donc ouais. Après ça va être le futur de ce que t'aimes bien là, OnlyFans, memes, tout ça. Enfin, ce que t'aimes bien, ce que tu regardes. Non, ce que tu regardes, ce que t'observes. C'est le business model. Je me désolidarise, on coupera ça au montage, mais je connais le monteur qui est très blagueur, qui va laisser ça, donc je réagirai pas. Par contre, ce que je peux réagir, c'est qu'en fait, et là donc blague à part, il y a tout un marché, un écosystème dans le cul qui sont spécialisés. T'as tous les alternatives des trucs qu'on connaît, des chatbots, des vidéobots, etc., qui sont spécialisés dans l'érotique, le porno, et faut payer, mais en gros tu payes, ça coûte pas très cher, et c'est des solutions qui sont complètement dédiées à ça, et c'est juste monstrueux tout ce que ça permet de faire. Donc en fait là il est juste en train d'attaquer un marché où il y a beaucoup d'argent, et je sais pas, je serais peut-être encore une fois peut-être critique là-dessus, parce qu'en fait déjà Elon Musk le propose avec ses outils, donc il est juste en train de se dire sinon ça peut m'échapper, donc je sais pas, c'est exactement ça. C'est un move intéressant. Laetitia, j'ai gardé cette news alors que normalement c'est toi qui portes ces choses-là. C'est une étude, je déteste les études, mais là le sujet je suis sûr qu'il allait t'intéresser. C'est Buffer qui révèle une étude sur 11 millions de posts TikTok. Alors on apprend quoi? La fréquence idéale sur TikTok, c'est entre 2 et 5 posts par semaine, pas par jour, par semaine, soit plus de 17% de vues par rapport à un post par semaine. Si tu postes entre 6 et 10 fois, donc on est à un peu plus d'une fois par jour, on monte à plus de 29% et plus de 34% au-delà de 11 posts. Bon, c'est des gros chiffres, mais tout ça pour dire plus tu postes et plus tu as de l'exposition. Le top 10% des vues des vidéos les plus performantes fait jusqu'à 31 fois plus de vues que la moyenne. Mais attention, le vrai saut se fait en passant de 1 à 2,5 posts par semaine. Après, les gains se tassent. Donc en gros, si tu postes une fois par semaine, c'est minime. Tu penses à 2, tu as un gain monstrueux, et plus tu vas augmenter jusqu'à 10 fois par semaine, et plus tu vas avoir un gain. Et publier plus augmente les chances de viralité, mais pas forcément la qualité moyenne de la qualité et la quantité moyenne de tes vidéos. Bon, en gros, faut poster à fond. Si tu postes beaucoup, tu as plus de chances d'avoir des trucs viraux, et l'algorithme aime bien quand tu postes beaucoup. Donc Laetitia, sors ta caméra dès qu'on finit et puis balance-nous des TikTok. Tu sais que j'ai un problème avec la caméra. En revanche, moi j'ai l'impression qu'Adrien, ça pourrait s'appliquer à toi et LinkedIn. T'es quand même le dégaineur sur LinkedIn, je teste. En vidéo mais aussi en contenu, donc je pense que ces stats pourraient s'appliquer à tes propres stats. Ouais, LinkedIn, ça marche pas du tout, mais on teste plein de formats, et je pense que c'est bien. On voit ce qui marche pas. Je suis toujours étonné. Il y a des trucs, enfin, tu le vois, hein, on a commencé il y a quelques mois le TikTok game. Il y a des trucs qui sont nuls, qui marchent bien, et des trucs qui sont hyper bien, qui marchent pas. Et j'ai l'impression tristement que le gros poids c'est sur la vignette, quoi. En fait, on s'en fout du fond. Si t'as une jolie vignette, il y a des exactement ça. Franchement, c'est horrible. Je te demande, des fois, j'ai une grimace, ça fait pas le truc. Bah, exactement. Et des fois, tu vois juste, je sais pas, une micro nana avec un mot un peu putaclic, mais juste parce que tu vas cliquer, hasard, bien sûr. Bah, ça clique à mort, et ça fait beaucoup de vues, quoi. Bon, on est à des 2000 vues par vidéo, donc par short, donc c'est nul, hein, encore. Bon, c'est pas mal, attends. On travaille dessus. Oui, c'est pas mal. Bon, et alors après TikTok et après le nombre de vues, eh bien, je vous emmène dans le monde de l'animalerie, et plus précisément, de la pet food. Max Iso fait ses premiers pas à Paris et dévoile ses fortes ambitions pour les centres-villes. Alors jusqu'alors, Max Iso, qui est la filiale du groupe allemand Fressnapf, était plutôt en périphérie. Et maintenant, la société poursuit son travail de déploiement en France, et l'enseigne, s'apprête à ouvrir son premier magasin de centre-ville à Paris. On va voir comment ça va résister. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin à la radio une chronique économique qui nous expliquait, et je l'avais entendu par ailleurs par des gens de chez Verbaudet, que maintenant Verbaudet avait sa propre ligne d'habillement et d'accessoires pour les animaux, ce qui nous confirme, Adrien, qu'il y a vraiment un secteur qui fonctionne bien déjà aux États-Unis, mais qui peut-être va percer ici en France tout ce qui tourne autour de l'animalerie domestique.
Financement, acquisition et performance financière de la semaine. Qui a racheté quoi et qui a fermé, Adrien? Resolve AI, on en a parlé il y a quelques semaines, une petite boîte pour la blague, ils étaient en face de nous à la NRF, c'était nos voisins, ils avaient personne sur leur stand, ça faisait vraiment pitié, ils parlaient même pas français et ils disaient mais c'est quoi tout ce monde, c'est quoi ce truc, le café de l'e-commerce. Donc on leur a parlé, ils venaient squatter notre stand. Est-ce que tu te souviens des gens qui étaient sur leur stand de leur équipe? Il y avait une nana qui était tellement belle, grande, avec des jambes magnifiques. Moi je me souviens de Crispin, j'ai adoré son nom, Crispin. Crispin? Je sais pas discuter avec eux. C'était le gros VP Europe. Et il était trop bon délire. À chaque fois, il venait pour prendre des verres sur notre... Ouais, Crispin. C'était trop marrant. Ok. Ouais. D'accord. Non, je me souviens de cette grande blonde magnifique. Non, je me souviens pas. Voilà. En tout cas, ils nous regardaient, ils écoutaient toutes les confs, mais ils comprenaient rien ce qu'on racontait parce que c'était en français. Mais c'est vrai qu'en plus, ils tournaient leur chaise vers nous. Ouais. Et à un moment donné, ils nous prêtaient leur stand parce qu'il y avait tellement de personnes sur nous qu'ils nous filaient leurs chaises et tout ça. C'est nos copains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis content je suis content. Tant mieux pour eux parce qu'ils ont racheté SmartPay, une plateforme de paiement en actifs numériques ayant traité plus d'$1 milliard en transactions sur un an. L'opération soutient son partenariat avec Tether pour créer un réseau de paiement sans frein pour les marchands, combinant blockchain et règlement instantané en monnaie fiat. SmartPay, déjà actif au Brésil, en Colombie, en Argentine et en Angola, devient le socle du futur système de paiement multi-actif de Resolve. Bravo Resolve AI, je pense qu'Adrien va vous envoyer un petit email. Enfin, Crispin, tu vas recevoir un petit email. Starship lève $50 millions pour s'imposer sur le marché des robots de livraison. Eh bien, la start-up d'origine estonienne s'approche des 10 millions de livraisons de repas réalisées avec ses robots sur le trottoir, loin devant ses concurrents Serve Robotics, Coco et Nuro. Après avoir déployé quelques flottes en Europe et sur des campus aux États-Unis, la start-up souhaite s'étendre à plusieurs villes américaines. Des robots à suicide, t'en verrais? Ils vont se faire défoncer en 30 secondes. À Meudon, j'en verrais bien. Bon, il y a beaucoup de pentes. Pourquoi suicide se ferait défoncer? Je sais pas, les gens, il faut être hyper... les robots, ça fonctionne dans la rue, dans les villes où les gens sont civilisés. Mais je crois que tu connais absolument pas ma ville. Hein. Et c'est très civilisé, c'est très clean. Oui, c'est une ville de droite. Ah ok, bah écoute, je sais pas. Tu as une très mauvaise image ou une très mauvaise cartographie de l'Île-de-France, Adrien. Mais quand je vois un peu le centre, enfin quand je suis en voiture et que je vais à peu près dans le coin, j'avais pas l'impression que c'était hyper... mais alors les gens sont bien... Ouais. Ok, bon bah alors les gens sont bien élevés, donc on le verra. En tout cas à Paris, je vois pas du tout fonctionner. Et Meudon où je suis, il y a beaucoup de... Ça monte beaucoup, donc je sais pas. Mais bon, enfin non, j'y crois pas. Je sais même pas si on réussira à le voir en France, des robots comme ça dans la rue. Dans des campus, pourquoi pas, mais dans la rue, je suis pas sûr. Logic Broker rachète Virtual Stock, la plus grande plateforme de dropshipping au Royaume-Uni, pour renforcer son leadership mondial dans le commerce digital. L'ensemble représente désormais 15 000 partenaires et plus de $13 milliards de GMV avec des clients comme Aldi, Argos, Currys et John Lewis. L'opération permet à Logic Broker d'intégrer une expertise européenne forte et d'accélérer son développement dans le commerce agentique basé sur l'IA. Showroom privé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs. Le groupe de vente en ligne Showroom privé a annoncé ce mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Ligner et Edouard Caraco. C'est étrange parce que j'ai vérifié, hein. Souvent les journalistes présentent la news comme ça, c'est Showroom qui décide de céder ses parts, et puis après quand on voit le post LinkedIn notamment des deux cofondateurs, c'est plutôt on a décidé de partir. Donc je sais pas en fait l'histoire, je sais pas, mais en tout cas c'est fini, voilà. C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Pour The Bradery? Non, c'est pas fini The Bradery, mais en tout cas, ils reprennent leur indépendance. Ah oui, c'est ça. Alors après, est-ce que c'est Showroom qui a décidé de s'en séparer ou c'est The Bradery qui a décidé de partir ou c'est un commun accord? Je trouve que tous les journalistes ont tourné ça de manière à ce que, nous, Showroom, on a décidé de se séparer d'eux, mais peut-être que c'est pas ça la vraie histoire. Ouais, en tout cas, Showroom privé, on vont très mal, enfin, on vont pas très bien. C'est ça, donc, ils vont pas bien. C'est et plutôt donc, se dire si on peut se couper une partie, je pense que ça les arrangeait et peut-être que tout le monde y trouve son accord. Mais je suis d'accord avec toi. La prochaine news n'est pas du tout e-commerce, mais elle est juste pour toi et ça va te faire marrer. Ton outil préféré Coupa rachète Scootbee. Alors je ne vais rien comprendre à ce qui va suivre, mais je le lis quand même. Scootbee, une plateforme d'approvisionnement alimentée par l'IA pour renforcer la transparence et l'efficacité du sourcing et de l'onboarding fournisseur. L'intégration de Scootbee apporte à Coupa ses outils collaboratifs et sa base de données enrichie un écosystème de $8 milliards de dépenses gérées. L'opération positionne Coupa face à SAP, Ariba et Jaeger dans la course au procurement piloté par l'intelligence artificielle. Bon bref, en gros, t'es contente, ton outil préféré alors, est c'est pas mis à mon jour. outil préféré. Alors déjà, SAP Ariba, je déteste. Donc si Coupa peut remporter la mise face à cet outil de facturation. Coupa, je connais bien, j'ai fait plein de boîtes et dans toutes les boîtes, souvent on utilisait Coupa. L'outil est sympa, mais parfois il est bête. Donc c'est bien, c'est un peu d'intelligence artificielle qui vient un peu faire en sorte que tout se passe plus vite. Donc merci Adrien pour cette news qui me va droit au cœur. Et puis écoutez, comme je suis souvent sur Coupa, je vais
Je vais voir dès lors que ça va arriver. Peut-être que je ferai partie des bêta-testeuses. Spreadly rachète Dodgeball, spécialiste de la prévention de fraude, pour unifier paiements optimisés et sécurisés dans une même plateforme. L'objectif, c'est donc de créer tout un écosystème AI-powered, capable d'orchestrer des paiements tout en détectant les fraudes et tout ça en temps réel. Spreadly, qui traite plus de 50 milliards de dollars de GMV pour des marques comme BMW, HBO Max ou Priceline, décide de renforcer sa vision d'un checkout intelligent et surtout ouvert. Tiens donc, encore quelqu'un qui se positionne sur le checkout intelligent. Je suis choc bar de malade. La news choc bar de la semaine. Le choc bar, c'est vraiment le truc, soit what the fuck, soit inutile. On va bien voir. Laetitia, c'est toi qui as la news choc bar. Et je répète le mot choc bar parce que le jingle me fait tellement marrer. Laetitia, de quoi s'agit-il cette semaine? La news choc bar, elle est tombée hier, jeudi. C'est Temu qui a décidé de signer un accord clé avec La Poste. Ou alors c'est plutôt La Poste qui a décidé d'accorder. Super boulevard à Temu. Et pourquoi? Pour booster la logistique au niveau mondial. La Poste, via Colissimo et Temu ont donc signé une alliance très stratégique et par ce biais, la marketplace chinoise va pouvoir fiabiliser sa logistique et offrir des solutions de stockage et de livraison à ses vendeurs tiers un peu partout dans le monde. Bon, en gros, si je le dis moi avec mes propres mots, ils vont encore plus nous inonder. Ça va être encore plus facile parce qu'il y a un accord cadre qui est fait avec un opérateur français, La Poste, via Colissimo. Et puis là, on était peut-être à 22% de petits colis chinois qui nous étaient affrétés via La Poste. On va peut-être dépasser largement le tiers pour atteindre les 3/4 en 2026. Tout va bien. Cet accord, en fait, il existe déjà depuis un moment. C'est-à-dire que Temu, c'est déjà très gros pour La Poste. Finalement, ils ont communiqué autour des chiffres impressionnants. Mais en fait, on peut se dire que c'est la même chose avec Chine et les autres. Oui, c'est bien évidemment. Et Amazon aussi, c'est pareil. Donc, écoute, c'est pour moi, c'est le timing c'est juste terrible. Chaque semaine, un peu compliqué. On prend un coup de marteau. Sachant qu'on avait une proposition de loi, et j'en parlerai tout à l'heure, sur la taxe sur les petits colis. Donc, en fait, tout est un peu lié et tout est à la fois délié et déconnecté. C'est quoi les bails? C'est la rubrique où on parle de nous, on parle de soi, où on se livre, on ouvre son cœur, on ouvre ce qui se passe, nos sensibilités. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé? Dévoile-nous tout. Tu poses rien sur LinkedIn, ni sur TikTok, ni sur ton Insta est fermé, donc on ne connaît rien de ta vie. Tout le monde se pose et tu postes rien sur WhatsApp ou très peu. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Je suis très observatrice. Voilà, c'est plutôt comme ça. Dévoile-nous un peu des petits secrets. Oui, alors je poste pas beaucoup sur LinkedIn. Enfin, si je poste, mais de manière très réfléchie et pas récurrente, ça c'est sûr. C'est un rythme différent. Si c'est pas TF1, tu parles pas. Certains diront. Les médisants diront. Ouais, mais pourquoi il faudrait que je parle en fait? Ok. Je sais pas, en fait. Vraiment, est-ce que je suis attendue sur ça? Si c'est pas un gros média, t'acceptes pas de prendre la parole, il paraît. Voilà. Moi, je suis plus TF1, tout ça. Voilà. C'est ce que je veux dire. Si c'est pas TF1, tu parles pas. C'est ça le truc. Bon, alors, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais alors, moi, j'étais à Bruxelles. J'étais conviée par Comeos. Comeos, c'est un peu la FEVAD, mais en Belgique, qui réunit des e-commerçants belges qui sont à la fois wallons et flamands. Donc, c'est important parce qu'ils parlent à la fois néerlandais, français, anglais, un peu allemand, et ça switch dans une même conversation entre toutes ces langues. C'est un peu perturbant. Néanmoins, j'ai été conviée pour animer une keynote autour de TikTok Shop et puis un peu notre retour d'expérience à nous Français depuis que la plateforme a été lancée en mars dernier. C'était vraiment très impressionnant. C'était dans un cinéma. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, parfois, j'avais compris que c'était Kinopolis, mais j'avais pas imaginé que ça allait être un truc comme ça. Et j'intervenais à côté d'un grand professeur et d'une personne qui était chargée de faire beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux. J'étais donc la petite French girl with a very strong French accent et j'expliquais un petit peu bien la plateforme et ce qui était attendu pour performer. T'as fait le sondage classique qui connaît le café de l'e-commerce? Alors, figure-toi que j'ai même pas eu besoin de le faire parce qu'à la fin, les organisateurs, on avait une petite table ronde où on discutait, on posait des questions et à la fin, le monsieur a dit bon, je pense que vous ne connaissez pas Laetitia, mais Laetitia elle est très connue, elle a un podcast avec Adrien et là il nous met en grand parce que vraiment on est dans un truc de cinéma quoi. Et il y a notre photo et il y a le dernier épisode et là il dit et en plus vous savez quoi, elle a parlé de nous et il met l'extrait où je dis je serai en Belgique.
Oui, c'est basé devant tout Non, le sans monde. déconner. Si, Ok. j'étais Vas-y. extrêmement gênée. Et après, il dit. En français, du coup. C'était en français. Ah non, mais ça switchait tout le temps dans toutes les langues. Ah, ok, donc tout le monde comprenait tout. Ok. Voilà. Et à la fin, il dit. Et à la fin, il passe nos off, tu sais, où tu me dis, bon, alors, tu vas manger des frites. Je suis, non, je vais manger des gaufres et tout. Et après, tu me dis, est-ce qu'on dit Bruxelles ou Bruxelles? Je pense qu'on dit Bruxelles. Et là, du coup, les gens ont rigolé. Les gens disaient, Génial, oui, on dit trop Bruxelles. marrant. Et là, il dit, Mais bon, c'était pour la tu blague, veux je des sais qu'on dit gaufres, Bruxelles. Mais Laetitia? heureusement qu'on n'a pas été méchants là. Ouais. Mais J'ai on aurait dit, dit de la merde. ouais, je pense qu'après, je vais aller m'offrir une gaufre. Et là, il m'apporte un panier avec plein de gaufres. Hyper élégant. Mais Beau gosse. grave. Mais tu sais quoi, c'est le genre de truc que nous on ferait avec des invités. Ouais, Genre, c'est tu ce vois, que je d'aller me suis fouiner, dit. tout ça. Ouais. Donc franchement, hyper élégant. Ils ont complètement 100% compris la vibe LCD. Ouais. Génial. C'était Tu bien. les as Et puis mangées du ou coup, pas? après, il m'a Elles étaient bonnes? Elles étaient très bonnes. Alors après, je les ai laissées sur mon siège et on me les a volées. Parce qu'il y en avait Ok. plein, je voulais les ramener. Et puis après, il y en avait plus. Mais c'est Je pas les grave. aurais C'est aussi dégommés. ça, les valeurs LCDE, Même le 48 partage. heures plus tard, j'aurais dégommé ces gaufres. Bon, bah, c'était cool, Et chouette. à la Il y a fin, eu des sur la questions du table public. ronde, la question qui m'a été posée, c'était notamment l'arrivée de Shein au BHV Marais et pourquoi est-ce que ça faisait une bronca de la sorte en France. Voilà. Bon, eux, ils se marrent quand ils voient ce qui se passe en France, genre l'Asie, enfin, tu vois, le village gaulois de fou, ou non, ils regardent attentivement. Ils sont très observateurs. Là où je les sens un peu moins frileux, c'est que pour eux, oui, ils vont y aller à un moment donné sur le social commerce. Peut-être pas sur TikTok Shop, mais en tout cas, il y a vraiment un intérêt sur le social commerce. Ils nous voient un peu comme nous, les US ou les UK un peu plus en avance, ou non, il n'y a pas trop cette comparaison. Non, il n'y a pas du tout cette comparaison-là. Non, je pense qu'ils comprennent bien que c'est un marché peut-être un peu plus petit, parce que c'est un territoire plus petit, mais avec un potentiel assez important, parce que justement, il y a la complexité multilingue, tu vois, qu'ils arrivent forcément à tourner en opportunité. Et le prof, le PhD, il a parlé de quoi? Enfin, c'était quoi sa spécialité? Et c'est les réseaux sociaux, les comportements sur les réseaux sociaux. Je sais pas quoi. Voilà. Ouais. Et Okay. il a commencé par dire un il a un truc compte TikTok très ou pas? juste. Je Je pense pas, non. Voilà, c'est ça. Voilà, Oui, c'est là le paradoxe, oui. quoi. Je sais pas, je vais pas demander, mais j'ai. Sors de tes livres et va dans l'algorithme. Non, mais il a été très honnête en expliquant que la plateforme TikTok ne fournissait pas beaucoup de chiffres parce que ça restait une plateforme chinoise et que tous les chiffres qu'il avançait, eh bien, c'était basé sur ses recherches académiques. Bon, tout ce qu'il a fouiné sur le net, quoi. Tout ce qu'il faut pas me dire dans une conversation. Le mec, il commence la discussion comme ça, il dit écoute, je dois y aller, désolé. Je passe sous un pont. Oui, bon, et puis moi, j'étais là avec mes belles slides et il a posé des questions. Tu crois que c'est une hype? Tu crois que c'est ça? Et puis toi, t'achèterais d'un. Bon, style complètement différent. L'audience, mais... quoi, ils comprennent TikTok ou pas, ou c'est que des vieux? Enfin, c'était. Pas du tout. Non, ils comprennent vraiment l'enjeu. Et quand j'ai posé la question, mais est-ce que vous pensez que c'est une hype ou c'est game changer? La plupart pensaient que c'était game changer. Ok, donc c'est alors cool. que nous, en France, ils vont dire c'est une hype et puis voilà. Ouais. On voit surtout les freins, etc. Ouais, voilà. Alors qu'ils mais je pense que c'est vraiment lié à la mentalité, peut-être plus nordique. Voilà. Et puis, finalement, quand tu leur montres ce qui s'est passé en Asie, ce qui s'est passé aux États-Unis, au UK aussi, et puis en France et en Europe du Sud, voilà, ils sont déjà convaincus. Voilà autre pour chose moi. cette Et semaine? puis autre chose, oui, il y a eu TF1 qui m'appelle juste avant cette keynote pour parler de la taxe des petits colis et je vous en parlerai tout à l'heure. Et toi, Adrien, de ton côté? Eh bien, écoute, plusieurs choses, mais on va dire la semaine a été marquée par le Effinity Days, je crois, c'est ça, comme ça qu'on appelle. C'est une journée Effinity, l'agence Effinity qui a organisé sa journée avec ses partenaires et ses clients. C'était une journée remplie j'étais un peu le mauvais élève parce que je suis resté toute la journée. Je suis resté peut-être 2 heures sur les sessions qui m'intéressaient, qui tournaient de manière assez amusante sur le social commerce. Donc pendant que tu étais à Bruxelles en train de bouffer des gaufres, moi j'étais à Paris en train d'assister aussi à des sessions sur le social commerce et particulièrement à une session de live. Donc le live était en direct dans une salle dédiée. Ça a eu beaucoup de succès. C'était monté, donc c'était un client d'Effinity qui s'appelle Cadalis et le setup était fait par l'agence du Nord Cast. Enfin, ils ont des bureaux aussi à Paris, mais en fait c'est Cast qui s'occupait du setup technique. Est-ce que Cadalis, tu connaissais ou tu connais? Pas du tout, je ne connais pas. Ok, c'est une marque de cosmétiques française qui est originaire de la Martinique, créée il y a quelques années, enfin il y a 10 ans maintenant, 2012, et qui se distingue par son ingrédient phare. J'ai adoré la punchline quand elle a présenté. On est basé sur le fruit le plus vendu au monde, le plus consommé sur Terre. J'ai fait un chat GPT il y a quelques mois pour mon fils là-dessus. Tu sais c'est quoi le fruit numéro 1 en France, au monde? La banane? Exactement. Et le deuxième, tu sais c'est quoi? La pomme?
La mangue. La mangue. Et la pomme, ça vient pas du tout deuxième parce que c'est saisonnier, machin, ou je sais plus trop, mais en tout cas, c'est banane et mangue. Donc en gros, oui, c'est la banane avec tous les bioactifs extraits de bananiers. Et elle parlait de bananologie, de bananologue. C'était très très drôle son vocabulaire, mais en tout cas, ce qui était pas drôle, c'est, ou en tout cas, ce qui était très sérieux, c'est comment ils ont présenté ça. Alors moi, j'y connais rien, mais il y avait une présentatrice que tout le monde connaît. Je dis, elle est pas mal cette nana. Et le gars, il me regarde à côté de moi, il me dit, mais c'est une présentatrice de M6 Boutique. Donc bien sûr qu'elle est pas mal. Et elle avait le flow, elle rebondissait, machin. Donc j'ai pas son nom, mais en tout cas, elle était canon. Donc comme je t'ai dit, c'était un live TikTok Shop qui devait durer une demi-heure, mais qui a duré un peu plus longtemps parce qu'il y a eu des guest stars qui sont arrivés, qui n'étaient pas prévus. Donc ça, c'était canon. Et j'ai demandé en off d'avoir quelques chiffres, quelques KPI. Donc je suis très content de te les livrer en exclusivité. Donc sur TikTok Shop, le live a duré 1 heure. Il y a eu plus de 51 000 impressions, plus de 1200 vues. Le temps moyen était de 43 secondes, ce qui me paraît peu, mais finalement, c'est l'image d'un live, quoi. Les gens viennent et partent. Et il y a eu, le live était 100% organique, pas du tout de paid activé. Et sur le site e-commerce, le live a duré 30 minutes, 275 viewers en live en simultané, plus de 1000 vues en incluant le replay. Et le temps moyen sur le site, lui, par contre, est de 2 minutes 13. Donc, écoute, un beau succès, un très beau succès, même on m'a dit sur la com, sur ce live. Moi, j'ai adoré voir un petit peu, tu vois, avant que ça arrive, tout le setup technique, toutes les caméras ont fait pitié avec nos 2 pauvres micros, mais c'est juste impressionnant de voir ce setup et de se dire qu'à l'époque, il aurait fallu mettre plusieurs, je sais pas, dizaines de milliers d'euros, peut-être avec tout le setup de caméra compliqué et cher. Là, avec Cass, ça reste du matos très très professionnel, mais tu vois qu'ils sont arrivés la veille, ils ont tout mis en place et puis et tu peux diffuser ça simplement. Ça donne envie. Donc bravo. Ah, mais ça donne grave envie. Mais j'avais envie d'être derrière la caméra changé de et micro, devant. là Non, c'est le même que Dab. Non. Ouais, après 7 ans, elle se réveille. Non, c'est le même. Mais non, le t'avais un an, t'avais une perche et tout. Ah non, mais elle est là, la perche. Non, il y a tout. Il y a tout. En tout cas, bravo à Affinity et à Kaz, bravo à Cadalis. Et c'était chouette. Et une autre chose aussi, je voulais dire, félicitations, tu en as pas parlé, t'es passé chez notre ami Patoche, Patrick Béja. Ah oui, j'ai oublié. El King, El Rey du podcast. Vous avez parlé pendant 2 heures. Je me suis connecté par intermittence. Ah, t'as écouté? J'ai vu que t'as. Non, enfin, écouter, c'est un grand mot, mais en tout cas, je me suis connecté. Voilà, je me suis connecté. Quand je suis arrivé, vous aviez parlé de la femme qui est sur Twitch et qui porte son accouchement là. C'est glauque à mort. Mais t'as été soft. Dans LC2, t'aurais insulté. Bah oui, je suis pas chez moi là, donc bien sûr. Tout, voilà, exactement. Quelle bouffonne, bien sûr, j'ai envie de dire, mais espèce de charrette, qu'est-ce qui t'arrive de... espèce de cassos. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, est-ce que ta mère, elle aurait même supporté que tu fasses ça? Je sais pas, achète-toi une life. Bon, bref. Non, après, c'était pas. C'est arrivé au moment où elle était en stream. Peut-être. Ouais, non, mais bon, bref. Mais bon, ouais, donc, non, je suis arrivé là, mais encore une fois, bravo. Et puis, ça y est, on peut dire que t'es une récurrente, parce que t'as fait, ça fait quoi, peut-être 5-10 fois que t'es allé dans Rendez-vous Tech. Ouais, bah, la dernière fois, c'était en février, quand même, hein. Donc, bravo, Laetitia Lamarin. Ça, c'était qui? C'était France Info. Non, celles les vrais savent. France Info la semaine dernière. Non, mais en fait, tu sais quoi, on pourrait faire toutes les fois là où on écorche mon nom. C'est quand même pas compliqué. Hein. L'instant auto-promo, Laetitia, la musique d'ascenseur qui arrive. On entre, on appuie le 10e étage et on a 30 petites secondes. Laetitia, c'est à toi. C'est à moi. Bon, et bien là, ça y est, hein, ça va être les vacances d'Halloween, les vacances de la Toussaint, les vacances d'automne. Allez, pour n'écorcher personne et aller dans le wokisme. Donc, je vais directement sur novembre. Et novembre, eh bien, nous commençons bien fort avec le 6 novembre. Eh bien, nous avons notre live dédié au social commerce. Ce sera le 6 et ce sera, je crois, sur l'heure du déjeuner. Ensuite, nous serons au Web Summit à Lisbonne du 10 au 12 novembre prochain. Et surtout, nous serons au VTEX Connect. Puis, de retour, nous serons au lunch de l'e-commerce. Normal, c'est nous qui l'organisons et ça, c'est le 13. Et sur la fin du mois de novembre, on l'attendait tous, c'est Tech for Retail, les 24 et 25 novembre prochains. Et enfin, on terminera le mois de novembre avec un Store Tour. Store Tour Paris revient et c'est le 27. Merci beaucoup, Laetitia. Le banger de la semaine, Laetitia, de quoi s'agit-il cette semaine? Eh bien, le banger de la semaine, c'est, vous l'avez vu passer, c'est le Cornu 2 qui revient et qui devait soumettre son budget 2026. Et dans le budget 2026, il faut aller chercher des sous, il faut aller chercher des recettes. Et parmi ce budget, eh bien, il y a là cette petite idée qui a fait son bout de chemin, la taxe petit colis.
Alors c'est quoi la taxe petit colis, Laetitia? Eh bien, la taxe petit colis, c'est cette taxe qui viendrait faire barrage à l'explosion des envois depuis la Chine vers la France. Donc tout ce qui est en dehors de l'Union européenne et qui arrive chez nous. L'idée, ce serait de taxer les petits colis à hauteur de 2 euros. Pourquoi la Chine cible la France aujourd'hui? Eh bien, on voit que la Chine a fait un report sur la France et plus largement sur l'Europe parce qu'elle y voit une vraie opportunité stratégique. Les États-Unis, ont drastiquement durci leur politique commerciale vis-à-vis de Pékin. Résultat, les géants comme Shein, Temu, AliExpress sont surtaxés à plus de 145%. Et il y a des stocks à écouler. Et on se dit, qui va être un peu ce déversoir? Pourquoi pas l'Europe? C'est quoi l'ampleur du phénomène en France? L'ampleur du phénomène, je le disais tout à l'heure, en France, 22% des colis livrés par la poste viennent des plateformes asiatiques. Et on peut imaginer que ça va vraiment empirer avec cet accord qui a été signé avec Temu. Il y a 5 ans, c'était moins de 5%. Et en 2024, ce sont près de 4,6 milliards de petits colis qui ont envahi l'Europe. Et à 91%, ils viennent de Chine. C'est une vague massive qui s'installe dans notre quotidien. Comment ces plateformes séduisent les Français? Shein et Temu, ils cassent les prix. On les connaît, c'est des gros casseurs de prix. Et ils ont surtout une efficacité redoutable, une machine de guerre qui est le marketing digital. Ils nous abreuvent de publicité. Les Français ont dépensé 4,8 milliards d'euros sur ces 2 plateformes en seulement une année. Et malgré toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur l'écologie, les conditions sociales ou la qualité des produits, ce qui reste comme le nerf de la guerre, c'est le pouvoir d'achat. Alors quand une robe coûte 6 euros avec une livraison gratuite, est-ce que c'est difficile de résister? Oui, quand on a des convictions. Non, quand on ne regarde que le prix et puis sa garde-robe qu'on veut garnir. C'est quoi les conséquences pour notre économie? C'est que c'est une menace très sérieuse pour nos commerçants, nos marques, nos PME. La fast fashion ou l'ultra fast fashion made in China, ça fragilise nos enseignes locales et on le voit, il y en a tellement qui ont fermé. Je ne dis pas que c'est à cause de l'ultra fast fashion, mais en partie. Et ces marques aujourd'hui, qui sont encore vivantes, elles peinent à survivre. Le textile, mais il y a aussi l'électronique, l'électromobilité. C'est pas juste une tendance, c'est pas juste l'événement, c'est une vraie transformation structurelle et j'ai même envie de dire politique de notre économie. On pourrait dire la citation, c'est pas un moment, c'est un mouvement, mais je vais pas la faire. Est-ce que c'est une fatalité du coup? Non, moi je pense que rien n'est fatal. C'est un test pour l'Europe. Alors, il y a l'Union européenne qui, elle, voudrait encadrer les petits colis, mais la loi, elle est prévue pour 2028. Alors, c'est même pas la voie, mais en tout cas, là, on va être dans des espèces d'aller-retour et de pourparlers pour une entrée en vigueur en 2028. La France a envie d'emboîter le pas parce que la France a besoin de recettes et on sait plutôt facile d'attaquer l'ennemi numéro 1, à savoir la Chine. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Moi, je pense que c'est un test pour l'Europe. Bruxelles veut supprimer beaucoup d'avantages douaniers sur les colis chinois de moins de 150 euros. Et nous, en France, on a envie d'aller un petit peu plus vite. C'est l'ultra fast fashion. Est-ce que ça va être l'ultra fast, comment est-ce qu'on dit, légiféré, légal? Voilà. Ça va être un petit peu un laboratoire pour Bruxelles de voir si ça fonctionne. Et je pense que, écoute, un jour, on arrivera à mettre un terme à cet afflux de petits colis. La vraie question, Adrien, c'est sur le consommateur, je pense. Est-ce qu'il peut dire non à Temu, justement? Le consommateur, il a le droit de dire non. Il a le droit de dire, par patriotisme ou par conscience environnementale, non, je n'achèterai plus chez vous. Et ce qui est important de préciser, c'est que cette taxe petit colis, elle ne va pas reposer sur le consommateur. La loi prévoit que ce sont soit les logisticiens, soit les marketplaces, donc les plateformes de commerce Shein et Temu, qui vont devoir la supporter. Mais l'envers du décor, c'est peut-être une augmentation du prix de la livraison ou des articles qu'on va acheter. Merci beaucoup Laetitia pour cette clarification. La Minute Teco, c'est un concept en 60 secondes dans un langage clair, compréhensible de tous, de la part d'Adrien. Adrien, aujourd'hui, tu veux nous parler d'un truc. Moi, j'étais contente et j'espère que tu vas parler de ça. Du DAM, c'est ça? Ouais, c'est Digital Asset Management. C'est peut-être toi qui pourrais faire Moi, j'ai adoré mes années de DAM. Mais si c'est toi qui l'as fait, je parle plus dans ce podcast et ton temps de parole sera largement dépassé. Tu vas passer de 90% à 98%. C'est quoi le DAM? Le DAM, c'est la mémoire visuelle d'une marque. C'est là où tu ranges, classes et diffuses toutes les images, les vidéos, les logos, les packshots, etc. Et surtout, c'est le seul endroit où tu es sûr d'avoir la bonne version au bon format, au bon moment. D'accord, mais dans les faits, pourquoi est-ce qu'on peut pas tout mettre, j'en sais rien, moi, sur un Google Drive ou une Dropbox? Il y en a qui fonctionnent comme ça. Nous, par exemple, exactement.
c'est ce que tout le monde fait au début, c'est ce qu'on a fait là pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ça devienne le chaos. Littéralement, nous aujourd'hui, quand on travaille, c'est le gros bordel. Le DAM, c'est une médiathèque intelligente. Tu peux taguer les fichiers, gérer les droits, automatiser la diffusion sur tes sites, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux une Content Factory, c'est pour avoir un DAM intégré. Ok, bon, alors il y a le PIM qui est déjà bien costaud, le DAM qui est nécessaire et qui paraît peut-être un petit peu plus moderne. C'est quoi la différence? C'est quoi la frontière entre un PIM et un DAM? Où est-ce qu'on place le DAM? Tous les outils savent tout faire maintenant. Les PIM modernes savent gérer des visuels et les DAM commencent à stocker de la donnée produit. Mais la différence, elle est dans le rôle. Le PIM gère les infos produits, le CRM gère les infos clients, le DAM gère les contenus visuels, etc. Chacun a sa place. Et pour l'e-commerce, concrètement, ça change quoi d'avoir un DAM? Tu gagnes du temps, tu évites les erreurs d'image, tu diffuses partout sans friction. Chez les grandes marques, tout passe par un DAM connecté au PIM. Et les tendances en ce moment là sur le DAM, qu'est-ce que c'est? J'imagine qu'il y a un peu d'IA qui vient un peu saupoudrer tout ça. Ouais, c'est peut-être moi qui devrais te poser la question, mais tu as complètement raison. Avec l'IA, tu peux retrouver une photo juste en la décrivant, générer automatiquement des variantes pour chaque canal et même traduire les textes sur les visuels. De stockage, c'est devenu de l'orchestration intelligente de contenu pour tous les canaux. Bon, moi, Adrien, merci. Tu m'as vraiment ouvert les chakras sur les DAM, mais bon, tu prêches une convaincue. Bien évidemment qu'il faut un DAM et un beau DAM. Il vous faut un beau hub et qui va centraliser tout ça. Sinon, c'est le bordel et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Le DAM, c'est l'élément manquant entre le contenu et le commerce. C'est pour ça qu'il est vital et essentiel. Merci Adrien pour toutes ces précisions. Et le DAM, tu sais que ce mot est venu d'une discussion WhatsApp qu'on a eue avec une amie qui nous a posé une question. Donc, c'est de là que l'idée de faire le DAM. Passe le mic, c'est le mot de l'expert. Cette semaine, on reçoit Velayen Somi, qui est CEO d'Arkel pour parler d'IA et d'automatisation. Je suis avec Velayen. Bonjour Velayen. Bonjour Adrien. Comment ça va? Franchement, ça va et toi? Nickel. On est lundi, il fait beau et la semaine qui commence. Écoute, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Je suis Velayen Somi, un passionné de technologie, d'anthropologie, de psychologie et de finance. Des choses qui vont pas forcément ensemble de base. Mais c'est ce mix justement qui t'a permis de monter quelque chose d'assez original, Arkel. Et Arkel, vous faites quoi? Alors très simplement, on fait l'IA et de l'automatisation, le mot qu'on entend constamment aujourd'hui. J'essaie d'être un peu plus clair. Sur la partie IA, vraiment, conférence, adoption, COMEX, CODIR, embarquer les gens et leur faire comprendre quels sont les enjeux qu'il y a autour de cette technologie. Et automatisation, c'est qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, comment très concrètement, on va faire gagner du temps et de l'argent aux équipes et aux organisations. J'ai l'impression que c'est ce qu'on entend là ces dernières années. Tout le monde raconte un peu la même chose. On fait de l'IA, on automatise, etc. En quoi vous vous différenciez avec Arkel, et surtout c'est quoi ta vue, parce que toi tu as une vision pour le coup un peu différente de ce que tout le monde pitch sur l'IA dans les entreprises. Alors je pense que là où on se différencie, c'est que nous on mise pas sur la tech. La tech aujourd'hui il y en a beaucoup, c'est hyper accessible. Demain tu auras une solution qui permettra de faire un prompt à une automatisation. Pour nous ce qui a vraiment de la valeur, c'est l'humain, c'est l'expression de besoin, c'est d'être capable en fait de justement utiliser son empathie et de comprendre la vraie pénibilité de quelqu'un. Et en fait, c'est un sujet qui est indépendant de l'IA et de l'automatisation, ça fonctionne pour tout. Si tu es capable de te mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre pour comprendre quel est caillou dans sa chaussure, tu vas trouver des solutions qui répondent à un vrai besoin. Est-ce que j'aime bien dans ce que tu dis parce que le plus dur, c'est pas la tech, mais vous êtes des brutas tech. Faut le dire. Tu dis ça parce qu'en fait, vous êtes des fous furieux de la tech, mais le plus dur, c'est de trouver le bon use case. Et parfois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les gens n'ont pas conscience de ce que ça pourrait leur apporter, ce qu'ils pourraient automatiser ou c'est quoi le vrai use case. Ils vont arriver avec « je veux faire A », mais en fait, c'est B qui serait mieux pour eux. Ouais, totalement. Et même si je rebondis sur ton point, souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est les tâches où les personnes te disent non, mais ça, pas besoin de l'automatiser. Ça, pas besoin de l'automatiser. Donne-moi un exemple. Un exemple. Allez, on prend un exemple hyper simple. Tes mails. D'accord? Tu dis non, mais en vrai, ça va, mes mails, je prends pas tant de temps que ça. En fait, tes mails, un agent qui gère tes mails, ça te fait gagner 1 heure par jour, ça te fait gagner 5 heures par semaine, ça te fait gagner 20 heures par mois. Donc, en fait, réfléchir à des cases qui te font gagner 1 heure par jour ou 1 heure par semaine, quand tu vas les multiplier, tu vas avoir des gains de temps et de productivité qui sont énormes. Donc, en fait, de se dire que les tâches, on se dit non, mais c'est pas la peine, je le fais pas trop souvent, ça me prend que 15 minutes par jour. C'est là où il faut taper. Ça, c'est quelque chose qui finalement est vrai pour tout le monde. Tu vois, tu fais le traitement de mail, on est tous derrière un ordinateur à passer notre journée dessus. Il y a des choses qui sont plus spécifiques avec l'e-commerce. Je sais que vous travaillez avec plein de marchands et des gros marchands. C'est quoi un peu l'accompagnement ou typiquement des use cases que tu vois? Pour moi, sur l'e-commerce, je pense que tu as 3 grosses branches. Tu as une branche qui est autour de la supply en tant que telle. Donc, en fait, quand tu dois remettre du stock, par exemple, d'avoir des alertes, d'avoir des reportings que tu peux renvoyer soit à tes différents marchés, soit à tes différents managers. Ça, pour moi, c'est un case qui est genre ultra concret, ultra pragmatique. Parce qu'en fait, on le sait et de manière historique, les logiciels qui sont utilisés, c'est des logiciels qui sont là depuis assez longtemps. Donc, des logiciels, on parlait d'automatisation qui sont pas automatisables. Et qu'en fait, on finit quand même à être sur Excel à faire des copier-coller.
peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront sur cette phrase-là. Mais en fait, de venir faire gagner du temps sur ce copier-coller et derrière de mettre des briques d'alerte et de reporting, ça a énormément de valeur. Ça, c'est le point numéro 1. Si je continue dans cette logique, en fait, là, on a dit un mot qui est clé, qui est reporting. Quand on fait du e-commerce, quand on fait du market, on suit des KPIs. On a besoin tout le temps, chaque semaine, chaque mois, parfois chaque jour, d'avoir un pilotage stratégique. Ça prend du temps. Il y a une pléthore d'outils parce que la donnée, elle est fragmentée. Entre mon ads, la vue sur mon site web et les indicateurs que moi, je vais prendre pour piloter ma stratégie, il faut que je les choisisse, que je les détermine pour la piloter. Mais en quoi l'IA va aider à créer un énième tableau de bord? Mais après, oublie pas ton point 2 et 3. Mais c'est pas encore un autre tableau de bord d'en plus d'un autre outil? Là, tu as dit un point clé. Tu as dit IA. Moi, je dis pas forcément IA. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on mélange souvent les deux, mais il y a plein d'automatisation, il n'y a pas d'IA. Copier-coller sur des Excel, ça existe depuis 10 ans. On appelle ça RPA. On peut le faire même avec du VBA. Pour le coup, il n'y a pas forcément d'IA partout. Là où l'IA va être intéressante, c'est juste formuler ton mail de reporting. Mais c'est pas elle qui va sourcer la data. La data, tu vas la sourcer de manière classique sur des flux. Mais c'est vrai que là, c'est là-dessus que je t'ai connu d'ailleurs. C'est pas forcément sur l'IA, mais sur l'automatisation et la connexion des solutions entre elles avec du no-code, low-code, etc. C'est quoi les autres use cases alors pour pas perdre le fil? Alors, c'était la supply, la réconciliation de la donnée. Troisième use case qui, je pense, est le plus dingue sur l'e-com, c'est tout ce qui est visuel. Si demain, en fait, tu as plus besoin de faire un photoshoot et que tu peux imaginer et projeter ton client par rapport à de quel pays il vient, je te prends l'exemple très concret. En fonction de où mon site et l'adresse IP qui se connecte, si c'est un japonais, je lui mets des mannequins japonais. Si c'est un français, je lui mets des mannequins français, etc., etc. On sait par nature que ça va augmenter les taux de conversion parce que les gens s'approprient et se projettent. Cette même logique, tu peux l'avoir sur un background. Tu fais de l'A/B testing. Parce qu'aujourd'hui, justement, grâce à l'IA, tu peux très rapidement changer tes backgrounds, ne plus avoir aucune photo en packshot où c'est du blanc derrière, mais avoir de la scénographie. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième cas d'usage, ultra concret, ultra pragmatique, où tu as un impact sur le business. Sur la production de contenu, texte, image, vidéo, son, il n'y a pas déjà trop d'outils. Tu vois, j'ai l'impression que chaque jour, il y a un nouvel outil qui va arriver, qui va révolutionner le truc, etc. Et c'est quoi votre positionnement? Vous avez une tech, c'est de l'accompagnement, c'est plutôt comment tu connectes ces outils et tu conseilles? Je vais être très transparent, on n'est pas les spécialistes de la créa. Là, nous, on est les spécialistes, c'est de dire interconnecter les outils. Donc, s'il y a un spécialiste de la créa qui sait exactement ce qu'il veut et qui sait utiliser l'outil, on va pouvoir les interconnecter pour pas changer une, mais 10 000 images d'un coup. Ça, oui. Par contre, nous, avoir l'œil de DA et de créa, c'est pas notre rôle. C'est pas notre métier, on sait pas le faire. Je suis très à l'aise avec ça. Hein. Nous, c'est comme tu l'as dit, c'est venir interconnecter les outils qui sont existants et ne pas venir créer un énième outil qui va encore faire que les gens doivent changer d'habitude, adopter quelque chose. On part de l'existant. Si l'existant, c'est un mid-journée, bah, ok, très bien. Et on vient l'interconnecter pour que, si on reprend cet exemple, bah, avec ce qui a été travaillé par l'équipe design, par l'équipe créa, bah, qu'en fait, tous les backgrounds, par exemple, on vient les changer. Et notre rôle va s'arrêter là. J'ai l'impression qu'avec vous, enfin, depuis qu'on se connaît, c'est vraiment sur la partie donner des meilleurs outils ou accompagner les personnes à être plus efficaces, à gagner du temps. Tu utilises toujours cette expression sur combien de temps je vais gagner, parce que ça te permet de calculer le ROI très facilement, quoi, parce que sur l'année, tu vois combien d'heures tu as pu gagner. Mais c'est j'automatise, je connecte ensemble et avec l'IA, je redresse ou j'enrichis la donnée, c'est ça? Exactement, ou je formalise. Ouais. Troisième use case, Véléiane. Troisième use case, on va parler plutôt de la partie segmentation et CRM. Si demain, je peux avoir une newsletter, un retargeting unique pour chacun de mes clients sur la base de ce qu'il a acheté sur mon e-com et potentiellement des pixels que j'ai et de l'information de l'ensemble des datas que j'ai sur eux. Là, on passe à un autre gap. Mais c'est pas les solutions qui existent depuis 20 piges. On entend toujours la même chose. Je vais te faire du ciblage, le bon message à la bonne personne, au bon moment, etc. Tout ça, c'est des conneries. Si ça marchait, on le saurait, non? Mais c'est vrai que là, je parle plus d'un point de vue prospectiviste. Ça fonctionne par segment. Aujourd'hui, toutes les solutions que tu parles, ouais. Je vais te faire des segments et des clusters de gens qui sont de la même personne. Moi, je te parle de demain, t'as pas un loyalty programme par segment, t'as un loyalty programme par personne. Mais c'est plus de la prospection et prospectiviste dans la vision et dans l'approche parce qu'en fait, ça implique beaucoup trop de choses. Que les systèmes soient ouverts, que ça soit accepté, etc., que la data soit bien traitée, qu'on agrège bien tout. Tu as plein de prérequis pour ça, mais techniquement, aujourd'hui, c'est faisable. Il y a un outil sur le marché qui s'appelle Clay. La première fois que j'ai entendu parler, je me dis, mais c'est l'outil du futur, mais ça marche pas tant que ça. Ok, il cartonne. Moi, je suis hyper critique vis-à-vis de ce genre d'outil. Qu'est-ce qui marche pas, justement, quand tu fais de la masse, que tu essayes de trop industrialiser? Après, regarde, la différence, c'est quoi? C'est que Clay, c'est pas la personne qui a la data de base. Elle n'a pas la donnée. Je suis d'accord avec toi. Elle va chercher la donnée, elle va l'enrichir. Qui bien souvent est foireuse et ça, elle marche pas. Et où est-ce qu'elle va chercher sa donnée? Bah, sur les choses qu'on connaît, etc. Voilà, open data, LinkedIn, patati, patata. Mais quand toi, tu es une marque, par exemple, e-com, tu as ta donnée propre de tes clients. C'est pas le même sujet. Ouais, tu peux être beaucoup plus précis. Véléiane, j'ai une surprise pour toi. Ok. Alors, je vais te montrer une petite roue avec des questions. Vas-y, tourne la roue. Donc, tu cliques dessus. Et tu vas découvrir les questions.
quel influenceur ou marque tu suis ou tu pourrais recommander? T'as pas un modèle, c'est peut-être un grand mot, mais quelqu'un qui t'influence? Alors, faut que je vous avoue quelque chose. Malgré le fait de bosser en tous ces sujets-là, j'ai pas Instagram, j'ai pas Snapchat. T'es pas sur les réseaux, non? Tu suis pas sur YouTube quelqu'un ou quelque chose, non? Je suis que sur LinkedIn et sur WhatsApp, tu vois. Et sur LinkedIn, il y a quelqu'un que tu suis et que t'aimes bien? Ou une marque qui fait des trucs sympas? Peut-être une marque que t'accompagnes, du coup. Un des clients qui tu sens qu'ils sont innovants ou qu'ils ont compris qu'il faut prendre le pied sur tout ça. J'ai envie de parler de nos partenaires historiques. Lacoste, une marque que j'adore. Une marque que je ne portais pas de base. Et quand on a commencé à travailler avec eux, j'ai commencé à la porter. Et pour le coup, quand tu échanges avec eux, ils sont toujours je sais pas, Lacoste, je les vois bien dans des labos, toujours à tester des trucs. Ils sont à fond dans le test et essayer de. Ils ont pas peur de tester et de voir ce qu'ils peuvent faire. Merci beaucoup, Hélène. On en fait un deuxième? Allez, c'est parti. La pire expérience en ligne de client. T'as un site où récemment, t'as testé quelque chose et un site e-com où j'achète des choses ou peu importe. Ouais, peu importe, tu vois. Ouais, alors j'ai un site qui était en 8 bits qui s'appelle Curve, mais c'est un site de finance. Ok. Qui s'appelle Curve. Mais ils assumaient ça? C'était totalement assumé. Okay. C'était vraiment en 8 bits, t'étais projeté dans les années 80 et en termes d'expérience client, c'est le pire de ce que tu peux faire. Mais le fait que c'était le pire, il s'adressait à une communauté où c'était intéressant. La communauté se ressentait ils nous ont compris. Parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de léché et de beau. Ils ont fait quelque chose de hyper fonctionnel, de hyper geek et du coup, on se comprend. Oui, voilà, c'est ça. Ça veut dire, ça met une barrière à l'entrée de tous ceux qui sont allés newbies, tu vois, ceux qui sont pas dedans. Et les vrais nerdos, ils vont dedans et puis ils entrent et là, on se disait, ah oui, ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais vraiment, l'expérience, c'était horrible. Véléenne, si on veut, déjà, est-ce qu'on peut se former sur tous ces sujets ou pas? Alors, moi, j'ai une version, bien sûr que oui. Ça dépend juste du temps. Il faut avoir du temps, c'est ça. Voilà, c'est juste une question de temps. Mais que ce soit le sujet, maîtriser un outil IA, ou le sujet développer des automatisations, moi, ce que j'aime bien dire, quelqu'un qui a la motivation et la passion, tout le monde peut se former. Après, c'est un peu la question éternelle. T'as un problème de plomberie chez toi, tu pourrais le régler toi-même, mais c'est pas ton métier. Et une autre différence, c'est que les choses vont tellement vite qu'il faut se former continuellement. Tu vois, le plombier, il est formé pendant 10 ans, il va pouvoir exécuter. Là, franchement, littéralement, tous les 6 mois, il y a des nouvelles choses et il faut revoir sa manière de travailler. Comment on fait pour en savoir plus ou pour te suivre? T'es pas sur les réseaux, mais t'es sur LinkedIn. J'ai LinkedIn, non. Okay. On met ton LinkedIn. Exactement. On met Arkel, vous êtes actif. On est plus actif avec tous nos comptes personnels qu'avec la page, mais la page est un peu active. Bon, alors on met ton profil LinkedIn et après on pourra suivre sur Arkel. Merci beaucoup Véléenne. T'es pas ni une IA, t'es en chair et en os. Je suis humain. Et puis, je suis humain. Et je te dis à très bientôt. Merci. Ouais, ciao. Ciao. Véléenne, je t'ai pas posé la question. J'aurais adoré que sur la route tu tombes sur la question polémique. C'est t'es un charlatan en fait. Tu surfes sur l'IA. T'as vu le truc arriver il y a 3-4 ans. Tu te dis vas-y, je vais surfer sur la vibe. Ouais, grave. Je suis grave un surfeur. C'est totalement assumé. Moi, c'est ce que j'aime bien dire aux gens. Franchement, non, la vérité. T'as souvent ce truc où tu dis la majorité des mecs qui sont sur le réseau, c'est des charlatans, les mecs qui connaissent rien. Mais je suis d'accord avec ça. Et comment tu fais pour te démerder et montrer que toi, t'es legit en fait, moi, je considère une chose, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où tout le monde se proclame expert. Tout le monde est expert rien, mais exactement. Mais en fait, moi, ce que j'adore dire à mes clients, à mes partenaires, on fait le travail ingrat que les data scientists, data engineers qui ont fait 5 ans d'études ne veulent pas faire. Ce qu'on fait techniquement, c'est pas le bout du monde. Par contre, on est prêt à le faire, on est prêt à accompagner. Donc en fait, moi, je suis pas là à dire on est des experts IA, on était il y a 10 ans dans la Silicon Valley. Je suis juste en train de dire on a été capable d'appréhender le sujet, de l'assimiler, de se l'approprier pour aujourd'hui, 1, le retransmettre et 2, mettre à profit notre connaissance business parce que, en fait, on a des clients dans toutes les industries. Donc en fait, on a touché toutes les industries pour venir répondre à des problématiques. On va pas venir changer une organisation, c'est pas ça notre problème. Nous, on va venir changer la vie d'une personne dans une grille. Il y a un truc qui est vrai, c'est que depuis qu'on se connaît, tu m'as jamais me dit il y a cet outil qui est de fou. Tu me parles jamais outils, alors que tu les connais par cœur. C'est vraiment sûr. Vas-y, on va faire le truc commençons. C'est quoi les briques, c'est quoi les séquences, c'est quoi l'automatisation, etc. Bon, alors t'es pas charlatan, alors tu vends pas tes formations à 30 balles par mois, pas encore. Fais pas non, on fait que de l'intra. On fait que de l'intra. Ok, t'es validé. Reco Micro, on fait notre reco, écoutez la illico presto. Vous pouvez retrouver toutes nos recos sur la page Notion en lien dans la description. Adrien, aujourd'hui t'es venu avec quoi? Une newsletter, une étude, quoi? Eh ben écoute, c'est une étude de Graphite qui révèle que depuis novembre 2024, les articles générés par l'IA ont dépassé en volume ceux écrits par des humains. Aujourd'hui, il y a plus d'articles IA que humains, mais ça c'était en novembre 2024. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est pour ça que je vous ai mis l'article, Laetitia. Je sais que tu le liras pas, donc je te fais un résumé. C'est que la croissance est fulgurante depuis 2022, mais ça s'est stabilisé mi-2024. Ça veut dire que ça fait 16 mois qu'en fait le ratio il est stable entre ChatGPT et les écrits humains. Et tu sais pourquoi?
Non, dis-moi. Et bah pour 2 raisons. Numéro 1, les outils, les Google et compagnie détectent quand c'est écrit par de l'IA, ils te dérankent, donc ils te positionnent moins bien. Et 2, les utilisateurs, quand ils voient que c'est de l'IA, bah en fait, ils s'en foutent. Donc en fait, c'est pas exponentiel, c'est pas de mieux en mieux quand tu écris sur l'IA, parce qu'en fait, on se rend compte que ça marche pas. Les utilisateurs n'aiment pas ça et les outils, les Google et compagnie n'aiment pas ça. Du coup, le meilleur combo, c'est les formats hybrides, IA plus relecture humaine pour garder en qualité, etc. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'aura pas 99% de contenu qui sera chié par l'IA, en tout cas pas aujourd'hui. Quand ça s'améliorera, peut-être que ça va continuer. Si mais ça pouvait s'appliquer à LinkedIn, tout ça, ce serait bien. Ouais, bah là, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que 16%, qu'on a une certaine stabilité et que tout n'est pas full IA. Full IA. On arrive à la conclusion qui n'est pas rédigée par une IA, c'est une intelligence non artificielle, enfin humaine, non intelligente, peut-être même, je parle de moi, Laetitia, toi t'es très intelligente, c'est pour ça qu'on te sollicite beaucoup. Merci beaucoup pour cet épisode, on se revoit pas la semaine prochaine. Eh non, c'est les vacances. Ce sont les vacances, on se revoit dans 2 semaines, et puis voilà, partagez l'épisode, mettez des likes, mettez des petits cœurs, des étoiles, et voilà, exactement. Et voilà. Et continuez à nous envoyer plein de messages, on surkiffe ça, donc à très bientôt tout le monde. Ciao, à bientôt. ciao. Alors j'ai eu le fin mot de l'histoire, tu sais, le commentaire la semaine dernière. Ouais, c'est qui ? Eh bien écoute, c'est Thomas, notre ami Thomas. Et, quel Thomas ? Thomas, bah je peux pas trop dire, d'un grand groupe de Lyon, SIB, tu vois. Ouais, attends, SIB ? Ben oui, tu te souviens, un groupe SIB. Le call qu'on avait eu avec les trucs, les mecs, les groupes SIB, après 1 heure dans le call, on s'est dit, c'est quoi groupe SIB ? Ah, groupe Seb ! Tu vois, donc groupe SIB, Thomas de groupe SIB qui nous a envoyé ça. Donc non, morceau à 10 sur 10. Oh là là, groupe et, SIB, je crois qu'ils mais pas compte à quel point vraiment, c'était magique. Le commentaire parfait. Ok, commentaire parfait. Donc, génial, super. Bon bah du coup, vacances, tu pars où ? On dévoile pas, c'est la surprise. Non, c'est la privée. Non, par contre, moi je vais faire un off sur le western. Le western, la publication western qui marche pas, mais il faut aller jusqu'au bout. Non, en fait, ça fait 2 semaines que j'ai ma publication Once Upon a Car, donc le western, ça ne prend pas, mais on s'en fout. À un moment donné, il faut juste faire des trucs qui sont kiffés. Sur Insta, tu l'as mise et ça avait l'air de fonctionner, je crois. T'as fait la vidéo, tout ça, non ? Ah non, il y a la vidéo et le texte, mais sur LinkedIn, il y a 5 pauvres likes, mais je m'en fous. On est d'accord. Mais non, on s'en fout. Bien sûr, mais on s'en fiche. On est d'accord, on regarde pas l'algorithme, on fait des trucs qui nous font kiffer. Il faut y aller, il faut itérer. Tu sais, moi, sur mes carousels sur TikTok, parfois, il y en a qui surperforment. Et non, des fois, il y en a qui font un peu flop. Mais pas flop, qui marche moins, mais qui font pas flop. Moins. En général, ça fonctionne bien, mais parfois un peu moins bien. Donc non, mais vas-y. Et puis après, il manque la musique. J'adorais dans le post LinkedIn mettre une petite musique western. Et non, mais tu peux le faire, mais il faut que tu le tournes en vidéo ton post en fait. Sérieux ? Oui. Mais ça c'est un carrousel vidéo ? Non, c'est une image. Enfin, c'est une vidéo en fait que tu vas uploader. Tu demandes à Émilie qu'elle te mette la musique. C'est sur TikTok et compagnie quoi. Mais là, j'en ai pas parlé, mais on est en train de préparer un webinar avec Déborah sur le décryptage du marketing de Taylor Swift. Le visuel qu'on a préparé, franchement, j'espère qu'on va casser LinkedIn, quoi. On est en body et tout. C'est un truc de ouf, quoi. Toi, t'es en body ? Ouais, c'est généré par l'IA, hein, c'est pas mon body, mais. Mais on voit ta tête et t'es en body sur le truc, c'est ça ? On voit pas trop que c'est moi, donc ça me va. Ah, voilà, en fait, ça a été stylisé, etc., un peu avatarisé, quoi. Mais c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur LinkedIn. Et après, je pense pas qu'on va avoir 125 000 likes, mais donc le fait de faire des choses différentes. C'est bien. Voilà. Tu sais ce qui fait cliquer, quoi. Il faut montrer des épaules, etc. Et puis. C'est le corps d'une femme qui fait cliquer. Donc je mets mon corps. Voilà, tu vois, tu as dit que je parle pas beaucoup, mais j'ai une stratégie derrière. C'est pas toi la semaine dernière qui avait dit que t'as le physique de la radio, je sais plus comment on dit ça, non ? Voilà. Mais c'est pour ça que je vais passer par l'IA et que je vais pimper tout ça. Bravo, t'as complètement raison. Comme ça, on peut tous se pimper, être dans le fake world. Bon, allez, bonnes vacances à tous. Alors, on se voit quand on se voit et on revient avec une très bonne énergie. Ciao, ciao. Une nouvelle stratégie assumée par Amazon, explique Laetitia Lamarin, cofondatrice d'une agence de conseil e-commerce.